Est-ce que quelqu'un, ce soir, sait ce qu'est un conatus? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un conatus? Ça veut dire que vous avez vu l'affiche, vous avez vu le mot, et vous n'y êtes pas intéressé. Ouais. Comment? C'est encore pire. C'est encore pire. Tov. Donc, comme à notre habitude, on va commencer par définir les mots que vous ignorez encore, alors que vous êtes des étudiants. Il serait temps quand même que de se... C'est dommage que ce soit moi qui dois faire le travail de culture. Moi, j'espère venir après. C'est dommage que... Surtout quand vous avez une affiche et que vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, ouais. C'est important d'aller chercher. Ça montre un petit peu la curiosité. La curiosité fait partie des qualités de ceux qui veulent devenir intelligents. C'est important, non? Vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, il est intriguant, on dit tiens, je ne connais pas ce mot, je vais aller regarder. Dans tous les cas, même si vous ne le connaissez pas, il a formé ce que vous êtes aujourd'hui, puisque, culturellement parlant, c'est ce mot-là qui a décidé de la manière dont on vit aujourd'hui. Par exemple, le capitalisme, qui est l'esprit dominant, et l'idéologie dominante du monde dans lequel vous vivez. Vous allez voir, vous allez approcher maintenant, je suis sûr que vous avez déjà ce Yetzer Hara. Les fêtes de Noël arrivent, vous pensez déjà à ce que vous allez acheter. C'est normal, tout ça, ça fait partie de l'énergie capitaliste qui vous pousse à imaginer que si vous n'achetez pas quelque chose, eh bien, vous n'êtes pas vivant. Et donc, le conatus, je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là à un moment donné, toi qui travailles dans maison et je sais pas quoi, Salomé, comment ça s'appelle déjà? Ton travail? Non, Maison du Monde. Oui, Maison du Monde. Donc j'imagine que tu te prépares à cette période-là, qui est une période chargée en vente. Ah ben voilà, tu vois. Bref. Du coup... Quoi? Du coup, le conatus, c'est un mot qui vient d'un monsieur qui s'appelait Hobbes. D'accord? C'est le premier à avoir sorti ce mot-là. Et c'est un mot en latin qu'on utilise en français, qui vient du mot, c'est un mot qui veut dire effort. Faire des efforts. Ouais. Faire des efforts, pourquoi? Parce qu'en vérité, quelques années plus tard, celui qui a rendu célèbre ce mot-là, c'est un monsieur qui s'appelait Spinoza, qui était un juif. D'accord, et qui a expliqué que quoi? Que le conatus, en vérité, c'est quoi? C'est l'effort d'exister. C'est-à-dire qu'il existe chez l'homme, ouais, ce désir d'exister, comme l'instinct chez les animaux. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait toute notre vie, on essaie de préserver notre existence, de faire en sorte que cette existence, elle soit nourrie, elle s'exprime, elle se grandit, elle prend du pouvoir. Ouais, ce conatus-là, cet effort d'exister, cet effort d'être, eh bien, c'est un effort qui est nécessaire pour chacun à faire en sorte de sentir qu'on est vivant, de sentir qu'on existe et de se rattacher à quelque chose de vrai et d'authentique. D'accord? Vous avez tous ce sentiment-là, je sais pas, dans n'importe quel moment. L'idée, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est chacun va exprimer ce qu'il a exprimé et au bout du compte, faire en sorte d'exister le maximum, de réussir dans ses examens, de réussir dans son travail, de faire en sorte de réussir dans tout ce qu'il fait. C'est un sentiment tout à fait, naturel, ouais, de donner le maximum pour pouvoir sentir qu'on existe. Maintenant, Spinoza a expliqué que quoi? Que c'est par ce conatus-là que quelque part on peut produire de la joie. Toutes nos satisfactions et nos joies, elles viennent de nos réussites, ouais, des actions que l'on crée après ce désir d'exister. Si on réussit nos actions et qu'on arrive à faire et à réaliser ce qu'on a envie de faire, eh bien, au bout du compte, on est joyeux. Et si, au bout du compte, eh bien, on n'y arrive pas, alors on est triste. Ouais, comme ça.
ça vous est arrivé d'avoir des frustrations? Eh bien, ces frustrations-là viennent du fait que quoi? Que vous avez un énorme désir d'exister dans quelque chose et qu'au bout du compte, on vous l'a pas donné. On vous l'avez pas obtenu. Et donc, plus que vous l'avez pas obtenu, vous avez une forme de tristesse. Et donc, plus l'homme, il s'élargit, plus il exprime ses désirs et il réalise ses désirs, ce qu'on appelle l'action. C'est dans l'action qu'un homme se réalise. Et donc, du coup, plus il va réaliser ses désirs, plus il va prendre de la place, plus il va prendre du pouvoir, son existence va se consolider, et c'est là où il va se sentir existant, il va se sentir vrai, authentique, il va exister dans la vie qu'on lui a donnée. D'accord? Imaginez-vous, je sais pas moi, vous ratez votre examen, et on vous dit, bah ça y est, vous pouvez plus passer votre examen, c'est fini, tu seras pas médecin. Bon, bah c'est forcément une déception, d'accord? Et cette déception-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle frustre la personne et elle crée de la tristesse. Ouais. Maintenant, quand tu es joyeux, c'est quoi? C'est que tu as réussi ton examen et que tu sais que tu vas devenir médecin. Maintenant, parce que c'était ça que tu t'étais fixé comme désir. Maintenant, tu vas devenir médecin, mais c'est pas suffisant. Si, imaginons, tu deviens le deuxième ou troisième de ta promotion, ou encore mieux le premier, bah, tu te sens encore plus affirmé, tu te sens encore mieux dans tes baskets. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'homme vit, comme ça que Spinoza, il a posé comme modèle. Ouais. Et de Spinoza, et bien après, il y a des gens comme... c'est de là que se sont inspirés, on va dire, les psychanalystes et la psychologie moderne. C'est-à-dire que quoi, qu'effectivement, ben, on va analyser quelles sont les origines de nos désirs et de nos frustrations. D'accord? C'est basé sur ce principe-là qu'on appelle le conatus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ce conatus-là, eh bien, il est déterminant dans l'effort qu'on va fournir à être. Quelqu'un qui est déprimé et qui fournit plus d'efforts parce que bah, il est déçu, il fournit plus d'efforts à exister, donc du coup, il va diminuer dans sa force d'existence, eh bien, il va finir par disparaître. Ces gens-là, ouais, quelque part, c'est leur destin, ouais, et on les met de côté. Ils sont insignifiants, on les compte pas. Maintenant, dans la Torah, ouais, ce que j'ai mis dans le titre du cours, c'est que ces conatus-là vont être déterminants pour nos identités. C'est-à-dire les identités. Aujourd'hui, on a un grand phénomène, ouais, une grande problématique des identités. Il y a une explosion d'identités. C'est-à-dire que quoi, que on se rattache plus à une seule identité, on a des identités plurielles, et au contraire, on est plus dans une politique et une dynamique à accepter toutes les identités. Chacun va exprimer, dans cette dynamique-là, chacun va exprimer son conatus, d'accord? Jusque-là, ce mot-là, maintenant, oui, il est fluide dans vos têtes. Chacun va exprimer son conatus, il va se réaliser, et plus il va se réaliser dans le sens de ses conatus, plus il va se sentir bien. Mais en réalité, si chacun a une totale puissance de ses conatus, il exprime jusqu'à une totale puissance de ses conatus, qu'est-ce qui va se passer? On va finir par se déranger. Toi, tu désires être riche. Moi, je désire d'être riche. Du coup, deux personnes, l'un en face de l'autre, qui désirent d'être riches, qu'est-ce qu'ils se font? Ils se font la guerre. Pourquoi? Parce que toi, tu me piques du territoire et toi, tu me piques du territoire. D'accord? Donc, dans cette philosophie-là, dans cette approche-là de l'être, au bout du compte, Spinoza nous dit, bah, c'est sacré. Le conatus est sacré. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, c'est ce que tu es. Et donc, il faut que tu te battes pour ne pas faire disparaître ce que tu es et pour préserver ce que tu es. Ouais, les caprices. Mais je veux à tout prix, ouais, avoir ça. Et qu'on te dit, mais non, tu peux pas l'avoir. Mais tu fais un caprice. Tu dis, oui, je veux l'avoir. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas exister. Tu penses que c'est comme ça que tu es. Maintenant, si on va te l'enlever, tu vas dire, ah ben, j'existe plus, ça y est, je suis détruit, je suis disparu. Ouais, ça, c'est le modèle de, comment dire, de l'être moderne. Ouais, depuis Spinoza, c'est comme ça que l'homme pense. C'est comme ça que l'homme légitimise son existence. En disant, mais attends, il faut que chacun puisse s'exprimer. La liberté d'expression, c'est quoi? C'est que chacun va au bout de son être. Et étant donné que chacun va au bout de son être, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hein, on rencontre des résistances. Maintenant, comment on va résoudre ces résistances? Ben, on s'est rendu compte que quoi, qu'à force d'exprimer le maximum de ce qu'on voulait être, eh bien, ça a fini par des camps de concentration. Ça a fini par des goulags. Ça a fini par des, comment dire, des disputes. Maintenant, mais il dit, bon, mais non, on s'en fiche des disputes, on s'en fiche des meurtres. Tout ça, c'est insignifiant par rapport au désir d'exister. Plus tu vas manifester ton désir d'exister, c'est vrai qu'au milieu, il y aura des meurtres, c'est vrai qu'au milieu, il y aura des accidents, mais ce désir à tout prix de vivre va surmonter toutes ces petites épreuves, toutes ces petites insignifiances
au milieu du chemin qu'on le parcourt pour être. D'accord? Donc, s'il va être, on va dire, qui va primer surtout, c'est d'abord que toi, tu puisses exister. D'abord, toi, tu existes. Et ça, c'est sacré. Personne n'a le droit de te l'enlever. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Un jour se lève un bonhomme, il a une idée, il dit, mais moi, mon désir d'être, c'est ne plus être une femme, c'est d'être un homme. Ouais. Et moi, je me sens que je me réalise pleinement, ouais, si, au lieu d'aimer les femmes, j'aime les hommes. Et ainsi de suite. Et donc, on a une explosion des conatus qui font qu'à la fin, ben, on a une explosion d'identité. Et cette explosion d'identité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle noie les identités. Je dis, mais attends, toi, t'es juif? Juif, ça veut dire quoi? Se marier entre juifs? Être avec un homme et une femme? Avoir des enfants? Et ces enfants, ils sont juifs que parce que ta mère, elle est juive? Ben, vous êtes bizarre. Laissez exprimer un maximum l'être de chacun pour arriver à un maximum d'identité, une explosion d'identité. Pourquoi restreindre l'identité à une seule forme d'identité? C'est pas bien. Pas correct. Ouais. Ça, c'est ce qui s'est exprimé entre Esav et Yaakov. Esav et Yaakov, ouais, dans la Torah, il y a un épisode qu'on a déjà raconté, mais qui est très signifiant par rapport à ce que l'on parle. Au moment où Esav revient de la chasse, il est épuisé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé travailler dans le monde, il est allé construire dans le monde, il est allé s'exprimer un maximum, aller bâtir son être jusqu'au bout de ses forces. Et lorsqu'il arrive au bout de ses forces, eh bien, il va récupérer des forces. Il sent qu'il va crever. Et j'ai besoin de manger. Donc manger, ben, il faut que j'existe pleinement. Et là, hein, Yaakov, il lui fait un examen. Et il dit, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Ouais, est-ce que c'est d'aller au bout de ce que tu penses être ton existence? Ou bien, hein, c'est de prendre conscience quelle est l'origine de ton existence? Il lui dit comme ça, il lui dit, Vayomer Esav el Yaakov, et Esav il s'adresse à Yaakov, il lui dit, Alitenina mina Adam à Adam azé. Vas-y, verse-moi de ce rouge, c'est-à-dire de ces plats de lentilles, ouais, que tu as préparés. Pourquoi? Ki ayef anochi, car je suis fatigué. Alken karachem Edom, c'est pour ça qu'on l'a appelé Edom. Vayomer Yaakov, Yaakov il lui dit, attends, t'as faim? Michara kayom, et bechora terali. Maintenant, vends-moi ton droit d'aînesse. C'est quoi ce vends-moi ton droit d'aînesse? C'est-à-dire qu'il existe quelque chose qui prime sur tout, qui est au-delà de tout, qui est fait de toi que tu es rattaché à l'origine, d'accord? Et donc que tu es redevable. Donc vends-moi ça contre l'envie d'exister pleinement, d'être à fond énergie. Ouais. Qu'est-ce qui répond Esav? Vayomer Esav, Ina anochi olech lamut. Voici que je vais sur le chemin de mourir. Le pauvre, il a pas mangé, il va mourir. Ouais. C'est quoi il va mourir? De quoi tu vas mourir? De quoi tu vas mourir? Il va mourir parce qu'il sent que c'est comme ça qu'il existe. Ouais, imaginez-vous quelqu'un qui a désir, ça vous est arrivé plein de fois, ouais. Vous avez en tout prix envie d'avoir ça, mais vous l'avez pas eu. On vous l'a refusé. Dis mais je vais mourir. Je l'ai pas eu, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Je vais mourir. Et toi tu me parles de mon droit d'aînesse, de mes responsabilités. T'es fou. Il est un ochéolère flamoud, voilà que je vais mourir. Mais la malisée bechora, quelle valeur a ce droit d'aînesse? Quelle valeur a ce droit d'aînesse? Bah, Yomer Yaakov, ok, pas de problème, si c'est comme ça que tu penses là, maintenant, tout de suite. Bah, Yomer Yaakov, Ishavali, vas-y, jure-moi aujourd'hui, Kayom, bah, Ishavalo, il lui a juré, et il lui a vendu sa Bechora. Ouais. C'est-à-dire que ce comportement-là, il vient révéler pleinement l'orientation que Spinoza décrit très bien dans son livre, ouais. Et il parle ici des conatus, c'est quoi? C'est qu'Esav, il dit, mais, ouais, il faut pas déconner. Ouais. Moi, je veux exprimer pleinement ce que je suis. Maintenant, j'ai faim. Si je mange pas, je vais mourir. J'ai envie de manger ce plat. Il dit quoi? À ce point-là, est-ce que c'est vraiment à ce point-là? Oui. Ma vie, mes caprices, mon désir de me réaliser, de m'affirmer, de m'exprimer, de gagner du territoire, eh bien, il est plus important que ton droit d'aînesse. C'est ce qui se passe. D'accord? Et on voit ça dans notre paracha de cette semaine, dans la rencontre entre Esav et Yaakov. Esav, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, chacun, c'est-à-dire Yaakov, il envoie des cadeaux à Esav pour le dissuader, pour l'acheter, et faire en sorte que Esav soit plus conciliant envers Yaakov pour pas le tuer.
Du coup, il lui envoie des cadeaux, il voit plein de cadeaux arriver, des belles choses. Et à un moment donné, ils se rencontrent, et là, ils s'échangent. Bah, Yomer et Esav lui dit, qu'est-ce que tu m'as donné tous ces cadeaux? Yesh li rav. J'ai beaucoup, j'ai une multitude, j'ai une pluralité de choses. Ouais. Yehi lecha shalach. Ce qui t'appartient, garde-le. C'est quoi la philosophie? C'est-à-dire, en vérité, on démarre tous d'un désir. On démarre tous d'un désir d'être. Ça, c'est ce qui fait notre unité. Mais en vérité, le parcours de la vie, ouais, le chemin de la vie, c'est d'aller de l'un vers le pluriel. C'est d'aller de l'identité première, qui est en vérité un être qui désire pleinement exister, et chacun a ce désir identique d'exister, seulement chacun va l'exprimer dans son sens à lui. Et donc ce qu'on attend de chaque homme, c'est d'exprimer une pluralité de désirs, une pluralité de réalisation. Le potentiel qui se révèle dans l'action et dans la réalisation. Là, Esav lui dit, écoute, mon cher frère, tous les cadeaux que tu m'as envoyés, je les ai déjà en fait, en pluriel et en multiple. J'ai déjà tout. Tout ce que toi tu vas proposer, ça existe dans la multitude de propositions qu'on a déjà faites dans le monde. Donc garde-le pour toi. Ce qui est important, c'est que toi tu ailles au bout de ton expression. Ouais. Que les identités de chacun, en vérité, ne sont pas signifiantes. Parce que ça va pas déterminer une identité, le fait que toi tu exprimes un maximum de choses et ton chemin. En vérité, à l'origine, on est tous les mêmes. On désire tous exister pleinement et avoir du pouvoir. Regardez ce que Yaakov exprime. Yomer Yaakov, il lui dit non. Alna, je t'en prie, ne me refuse pas. Imna matzatichen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. La karta minchati miyadi, prends mes cadeaux que je t'ai donnés de mes mains. Ki alken raiti panecha, ki repane elokim atirtseni. Il dit karna et bichati, asher uvatlach, prends mes bénédictions, c'est-à-dire prends mes biens que je t'ai apportés. Ki chanani elokim, car Hachem m'a accordé tout ça. Vechi yesh likol, et moi j'ai tout. Il lui dit pas j'ai beaucoup, il lui dit j'ai tout. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que dans la philosophie de Yaakov, eh bien le chemin de la vie, c'est pas de partir de l'un pour aller vers un pluriel, mais c'est l'inverse. C'est partir du pluriel pour arriver à l'un. C'est-à-dire que j'arrive dans un monde, ouais, où en vérité il y a énormément de choses qui sont séparées à mes yeux. Beaucoup d'êtres avec beaucoup de désirs, avec beaucoup d'envie, etc. Mais le travail qu'il y a à faire, c'est de ramener tout ce pluriel-là à une unité. Dans la philosophie de Esav, on part de chacun avec son désir, avec son envie de se réaliser, ouais, avec son kavod, avec ses honneurs, avec sa prétention, pour arriver à un maximum d'expression, à un maximum d'enrichissement pluriel. Ouais. Alors que Yaakov, le travail du juif, c'est quoi? C'est de prendre toute cette pluralité et le ramener à soi, le ramener à l'un. C'est-à-dire à ramener à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'un. Ouais. Comment ça marche? C'est-à-dire comment ça marche au niveau du fonctionnement. Il comprend que qu'en vérité, ce désir d'être est déjà second. C'est-à-dire les désirs que l'on a, les envies que l'on a au quotidien. On a déjà un peu parlé de ça une fois, mais très différemment. Ouais. Les désirs que vous avez, les envies que vous avez, en vérité, sont des manifestations d'existence. C'est une manifestation d'existence. Tu peux le voir comme Esav. Il dit cette manifestation d'existence, elle est capitale parce que si je l'exprime pas, si je vais pas au bout de ce que je désire, ouais, eh bien je vais mourir. Du coup, tu es prêt à tout sacrifier pour un désir. Ouais. C'est exactement ce que font tout le monde aujourd'hui. Chacun avec son niveau. Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé souvent de refuser un désir comme ça insistant? S'il n'y a pas quelqu'un qui vous l'impose? Rarement. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, très peu de gens en sont capables. De se refuser volontairement, avec toute la mesure que ça porte, un désir, sans avoir en face de soi une opposition, tout seul chez toi à la maison, 100%, ouais, que ici, tout le monde échoue. 100%. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué dans la philosophie de Esav. Mais je vais crever. Je vais mourir. Si j'ai pas ça, je vais mourir. Et c'est exactement ce que le Yetzer Hara nous fait penser. Tu dis, tu sais quoi? Si tu travailles pas Shabbat, tu vas mourir. Tu peux pas. Si j'aurais pas d'autre travail, je pourrais pas trouver du travail, je pourrais pas aboutir ma vie, je pourrais pas me réaliser. Tu comprends? Donc je suis obligé.
Et l'autre en face, Yaakov, il dit, mais bonhomme, on parle de ton droit d'aînesse. On te parle de ton origine. On te parle de ton essence. Tu dis, non, vas-y, je suis fatigué, je vais crever. Allez, donne-moi ça. C'est un choix. C'est un choix que tu fais. Est-ce que tu veux sacrifier, on va dire, l'essence de ton existence au profit de tes désirs? Et tu t'arrives, tu dis, mais le monde, il est fait comme ça, qu'est-ce que je fasse? Je peux pas faire autrement. T'imagines, j'aurai pas de travail. Et tu penses que tu n'auras pas de travail. Pourquoi? Parce que tu peux pas imaginer le monde autrement. Tu vas crever. D'accord? Et ça, c'est un exemple parmi des centaines d'exemples. Alors, bon, on peut prendre Shabbat, pour les uns, ça va être difficile, pour les autres, ce sera facile. Ouais. Et après, il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses. Chacun avec son niveau. Si je mange pas ça, tu te rends compte? Ah, je vais crever. Ouais. Et donc, au bout du compte, quel va être le chemin que Yaakov propose? Le chemin que Yaakov propose, pour pouvoir résister à son désir, à ses désirs, c'est de comprendre qu'en vérité, avant les désirs, le désir n'est qu'une manifestation, soit pour Esav, une invitation à vivre et à survivre. C'est-à-dire que tu as un désir. Donc on dit, attention, tu as envie de quelque chose. C'est un examen de survie. On va voir si tu vas survivre. On va voir si tu vas exister. Et donc là, on va faire un bras de fer avec l'autre. C'est moi qui veux prendre cette voiture, pas toi. Et donc chacun va se disputer. Il dit non mais celui qui aura le plus d'argent, celui qui va gagner. Ouais, et ainsi de suite. Alors que Yaakov lui dit non. Ça part pas du pluriel. Ça part pas de l'un pour arriver au pluriel. On n'est pas dans un combat de pluralité. Ouais. On est dans un chemin inverse. On parle du pluriel pour arriver à l'un. Pourquoi? Parce que l'un est caché. C'est-à-dire qu'en vérité, à l'origine de nos désirs, il y a quelque chose qui précède. Il y a quelque chose qui est premier. Il y a un droit d'aînesse. Maintenant, lorsque ce désir se présente à toi, comment tu vas le combattre? En vérité, ce désir-là, c'est une invitation à exister. Tu existes déjà. L'homme, il est déjà fait. Ton existence, c'est pas toi qui l'as choisi. C'est pas toi qui est arrivé un jour, un matin, tu dis, bon, maintenant, je vais exister. Non. C'est quelque chose qu'on t'a donné et qui existe déjà au préalable de tous tes désirs. Maintenant, comment toi, tu en prends conscience? Tu en prends conscience au moment où tu as des envies. Ces envies-là, en vérité, c'est toi qui vas les traduire et qui va les orienter vers le chemin que tu désires. Mais au bout du compte, son origine, c'est quoi? C'est que tout simplement, tu es séparé de l'origine de l'existence, l'origine de la vie. Comme nous dit le Midrash, on a une âme, l'âme, elle est enfermée dans un corps. C'est exactement comme un paysan, d'accord, qui est proposé, ou qui propose à une femme pas une femme de roi, une fille du roi, d'accord, la fille du roi, et qui dit, voilà, moi je veux me marier avec la fille du roi. Et la fille du roi, elle lui dit, écoute, t'es gentil, t'es mignon, mais comment un paysan peut imaginer se marier avec une fille du roi? C'est pas que je veux dénigrer, mais tu t'imagines pas ce que c'est, en fait. Tu t'imagines pas c'est quoi me contenter? Comment tu vas être capable de me donner tout ce que tu as à me donner? C'est impossible. Ouais. Et c'est exactement ça. L'âme, elle est enfermée dans un corps qui est purement matériel. Et le corps ne peut pas la contenter. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On a des désirs. On a des envies. Maintenant, ces envies-là, nous, elles se traduisent dans le corps. Pourquoi on a des désirs et des envies? Parce qu'on a une insuffisance d'existence. On va dire, il faut à tout prix qu'on comble le manque. L'âme, elle en peut plus. Elle est dans un corps qui lui propose à manger des plats de lentilles. Elle dit, je peux pas, c'est pas ça la vie. Ouais. Pire que ça. Le corps, il dit à son âme, si on mange pas ce plat de lentilles, on va crever. Elle dit non. L'âme, elle en peut plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se manifeste ce désir-là de remonter à l'existence, mais dans la traduction des corps, dans la traduction du corps, qu'est-ce qui se passe? C'est l'envie entière d'exister. Et donc, il y a un combat qui se fait entre l'âme et le corps à ce moment-là. Cette opportunité des désirs, c'est une opportunité d'exister ou alors de ne pas exister. Être ou ne pas être, telle est la question. D'accord? Vous avez compris le chemin? Le chemin, il est inverse. C'est-à-dire que dans la rencontre que l'on fait avec les gens, on peut voir soit un adversaire, soit une opposition, soit au contraire,
une opportunité. C'est-à-dire, le Yetzer Hara est une opportunité. À chaque fois que tu as une proposition qui s'oppose à ton droit d'aînesse, comme ce plat de lentilles pour Esav, eh bien, c'est une opportunité pour toi d'exister là où cette proposition n'existera plus. Vous connaissez, on l'a déjà dit plusieurs fois, les philosophes, les vieux philosophes, ils se posaient la question de savoir comment, à quel moment un homme il fait un choix. On est prétentieux de dire que l'homme il a le libre arbitre. Sauf que quoi? Que à aucun moment tu exerces ton libre arbitre. Dans le monde, aujourd'hui il y a 8 milliards de personnes. Sur ces 8 milliards, il doit en avoir, allez, maximum 10, peut-être j'exagère un peu, qui sont capables, dans leur vie, d'exercer un libre arbitre. Ouais. Pourquoi? Il dit, bah c'est très simple. À quel moment ton libre arbitre il s'exerce? T'as deux choix. Le choix entre ce verre et cette assiette. D'accord? Choix A, choix B. Maintenant, le choix A a autant d'arguments que le choix B. Si le choix a autant d'arguments que le choix B, qu'est-ce que tu choisis? Tu peux pas choisir. Ils ont autant d'arguments l'un que l'autre. 50%, 50%. Donc tu peux pas choisir. Et maintenant, si tu dis non, mais moi je choisis quand même, eh ben, c'est arbitraire. C'est pas un choix. C'est la loterie. Ouais. Tu prends le flingue, tu tournes, t'as 50% de chance et tu tires. Ouais. Maintenant, si le verre, le choix A plus d'arguments que le choix B, qu'est-ce que tu vas choisir? Le choix A. Mais est-ce que ça s'appelle que tu choisis? Non, c'est que tu es intelligent. C'est-à-dire, si tu choisis l'autre, c'est que tu es idiot. D'accord? C'est juste que t'as pas fait le bon choix. Et tu peux pas prendre Shabbat et pas faire Shabbat. C'est soit l'un, soit l'autre. Comment? Non, mais si tu fais un petit peu, ça s'appelle pas faire. D'accord, donc ça veut dire que t'as pas fait. Ah oui, c'est ça. Donc t'as choisi de pas faire. Lui, il croit qu'il a choisi les deux. Mais nous, dans le choix. T'as un choix de faire Shabbat, choix de ne pas faire. Tu peux choisir l'un comme l'autre. D'accord? Ça n'existe pas l'entre deux. Ouais. Maintenant, t'as le choix de manger cachère, pas manger cachère. T'as le choix. Maintenant, à quel moment t'as choisi ça? T'as pas choisi. Parce que t'es plus attiré à manger pas cachère que manger cachère. C'est comme ça que tu vis. Donc ça peut pas un choix. Ton libre arbitre ne s'est pas exercé sur le choix de manger cachère. À aucun moment. Pourquoi? Parce que t'as pas eu de choix. Maintenant, dans quel cas de figure s'applique le choix? C'est un exercice mathématique. Ouais. Dans quel cas de figure le choix s'applique? Est-ce que le cerveau est connecté? Quand il y a une infinité de possibilités? Bah non, à chaque fois il y aura une répartition des arguments. Il y aura une répartition des arguments, tu vas choisir celui qui a plus d'arguments que l'autre. Ou pas. S'ils sont identiques, tu choisis pas. Ouais. Les philosophes n'ont pas répondu à cette question. Donc soyez rassurés, votre cerveau est connecté, mais seulement vous ne pouvez pas répondre à cette question. D'accord? Le Nefesh HaChaim, ouais, un commentateur, un rave du 18e siècle, fin 18e, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une réponse. Il dit le libre arbitre s'exerce dans un seul cas de figure. Dans le cas de figure où tu as 50%, 50%. Alors il dit mais non, tu choisis pas 50%, 50%. Il dit si. Quand tu es dans une situation de 50-50, ce que tu vas choisir, c'est pas l'un ou l'autre. Ce que tu vas choisir, c'est quoi? C'est de faire exister qu'un seul choix et d'éliminer l'autre choix. Ouais. C'est-à-dire que choisir, en vérité, c'est éliminer un choix. C'est pas choisir un plus que l'autre, c'est éliminer un choix. Quand par exemple, tu dois choisir entre manger cachère et pas manger cachère, tu choisis d'exister dans un monde où le choix de pas manger cachère n'existe plus. C'est comme ça qu'un homme, il exerce son libre arbitre. D'accord? Et c'est le seul cas de figure qui existe. C'est-à-dire que quand tu fais un choix, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu décides d'exister ailleurs que là où tu existes aujourd'hui. Et là, la révélation du libre arbitre se fait contraire et elle se fait ennemie des principes des conatus. C'est bon? Mon Dieu. Ouais. Ok. Je répète, Salomé, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui? N'importe laquelle, c'est pas grave.
Yael, t'as compris ce que j'ai dit? Je répète? On répète, parce que il est tard, tout ça. On a du mal, ouais. On a une question de savoir à quel moment notre libre arbitre s'exerce. Dans quel cas de figure? C'est des maths, tout simple. Ah, t'es quoi toi? Littéraire? Ah ouais. Bon, on peut rien faire pour toi, c'est pas grave. Non, je plaisante, je plaisante. C'est de la philosophie, en même temps c'est littéraire. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai un choix à faire entre A et B. A a autant d'arguments que B. Je peux pas choisir, pourquoi? Parce que j'ai pas d'arguments pour l'un plus que pour l'autre. Maintenant, si j'ai A qui a plus d'arguments que B, je vais choisir A, mais comme une évidence, je vais pas le choisir. D'accord? Je suis pas idiot. Maintenant, donc dans quel cas tu choisis? Donne-moi un cas de figure où tu peux choisir. T'en as aucun. Donc du coup le Nefesh HaChaim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le seul cas de figure où tu choisis, c'est lorsque tu as une proposition A et B identiques. C'est-à-dire 50% pour l'un, 50% pour l'autre. Étant donné que tu as 50-50, tu vas me dire, ah mais tu peux pas choisir plus l'un que l'autre. Il dit si, en vérité, ton choix, c'est de faire en sorte qu'il n'existe plus qu'un seul choix. C'est-à-dire tu choisis d'exister dans un monde où ce choix ne se propose plus. Par exemple, tu as le choix de manger cachère et le choix de ne pas manger cachère. En vérité, pour toi, il y a autant d'arguments pour l'un que pour l'autre. Et en vérité, c'est comme ça qu'on a été créé. L'âme te dit, il faut de la spiritualité. Le corps te dit, il faut kiffer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, autant d'arguments de l'un que l'un pour l'autre. Bon, après, celui qui est parti de l'autre côté, il finit tout le temps par donner raison à son corps. Ouais. C'est pour ça qu'il choisit plus. Mais quand tu es dans cette position-là, eh bien, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton choix? C'est de dire, bon, moi maintenant, je décide de ne plus jamais avoir ce choix-là. Je décide de ne pas manger cachère. Et donc, à ce moment-là, la proposition de manger cachère n'existe plus. Ça veut dire que tu as éliminé le choix de manger cachère. Ça existe chez plein de juifs. Ouais. Qui ont décidé déjà depuis plusieurs générations, et même plusieurs générations qui ont hérité de ce choix, se posent même plus la question de savoir si être juif, c'est manger cachère ou pas. C'est plus une question. Ce choix-là a déjà été établi. D'accord? Ou alors l'inverse. Tu dis non, j'élimine le choix de ne pas manger cachère. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je mange cachère et le choix de ne plus manger cachère n'existe plus. C'est plus une proposition. Et là, pareil, de même, tu fais que hériter des choix de tes pères. Et donc, à ce moment-là, tu choisis plus. Parce que manger cachère, c'est plus un choix. C'est une évidence. D'accord? C'est simple. Maintenant, cette manière de raisonner, ouais, cette manière de définir le libre arbitre, qui en été la seule manière qui existe, s'oppose pleinement au principe des conatus. Pourquoi? Parce que le conatus, c'est ni plus ni moins que suivre ses désirs. Donc tu choisis pas. Tu fais qu'exprimer ce qui s'exprime en toi, et tu fais que le renforcer. D'accord? Ce qui veut dire que quoi? Que dans le schéma de la société moderne, le libre arbitre n'existe plus. On a tué le libre arbitre. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui se fait? Tu tombes dans ce qu'on appelle une tardéma, c'est-à-dire un sommeil profond, léthargique, une espèce de matrice dans laquelle tu es connecté à un ordinateur, d'accord? Où tu vois plus vraiment la réalité, parce que le choix ne se propose plus, d'accord? Et tu sais pas qu'en vérité, ton âme, elle est connectée, ouais, à une volonté supérieure. T'as oublié tout ça. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois, en vérité, le codage de la matrice, avec, sans prendre conscience qu'au bout du compte, il y a quelque chose d'autre qui peut se lire et qui peut se comprendre et que tu peux remettre en question le décor dans lequel tu es. D'accord? Ok, donc du coup, en conclusion, et ça va avoir des conséquences très graves sur les identités. Très très graves. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que quelqu'un qui définit sa vie, donc dans un mouvement qui va de l'un vers le pluriel, au bout du compte, les identités disparaissent. Et la sensibilité aux identités disparaît. L'argument des modernes aujourd'hui et de ceux qui veulent détruire pleinement les identités, c'est de dire liberté d'expression. Chacun a le droit de vivre comme il est. Chacun exprime ce qu'il doit exprimer. Ouais. On ne peut pas favoriser l'un plus que l'autre. Chacun doit aller au bout de ce qu'il doit exprimer. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'anarchie. C'est-à-dire, on a noyé toutes les identités. D'accord? En voulant créer un pluriel d'identités,
ce qu'on appelle la mondialisation, et bien qu'est-ce qui se passe? On a noyé les identités. De l'autre côté, tu as les autres qui arrivent, qui disent oh, attendez, où est passée la France? Ouais, où est passée la France? Et donc, du coup, sursaut d'identité qui fait résistance à cette noyade des identités. Ben, de l'autre côté, celui qui fait sursaut d'identité, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il veut exister comme lui, il a envie d'exister. Seulement, il a oublié que quoi? Qu'on est redevable de ce que l'on est, d'accord? Et que le seul argument qui puisse être audible, c'est ce que dit Yaakov. Yaakov insiste auprès des sables, il lui dit, tu dois prendre ce que je t'ai donné. Pourquoi? Parce que lui, il fait que le pluriel retourne à l'un, à l'unité. C'est-à-dire que même Esav, il a une part dans la Torah. Il a une part dans le monde dans lequel tu vis. Ouais, et ça, c'est l'erreur que font les Juifs. Les Juifs, je parle, les Juifs religieux assimilés. D'accord? D'accord? Ces Juifs religieux assimilés, ce sont ceux qui pensent qu'ils sont Juifs parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Je m'explique. Aujourd'hui, ouais, 90% ou même 98% des Juifs du monde ne s'identifient pas comme Juifs parce qu'ils ont une identité juive. Pas parce qu'ils ont hérité d'une Torah ou d'une pratique juive qui les a précédés. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juifs parce qu'ils sont prétentieux d'être juifs. C'est un orgueil et une prétention d'être juif. On se revendique juif parce que, bah voilà, voilà, je suis juif, je suis fier de mon judaïsme. Mais t'es fier du judaïsme sur quelle base? Sur quel principe? Non, mais c'est comme ça, c'est mon héritage, c'est ma famille. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qui fait de toi un juif? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de juif au quotidien? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Rien. Mais je suis fier d'être juif. D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle le juif religieux assimilé. D'accord? C'est qui va prétendre à un judaïsme, donc à une identité juive, mais noyé dans la pluralité des identités. Il dit, non, mais moi, j'adore ça. J'adore le judaïsme. Bon, il y a plein de gens. Tous les jours, je reçois sans exagérer, tous les jours, je reçois des coups de fil de gens qui sont pas juifs et qui veulent participer à un Shabbat, qui veulent, c'est très bien. C'est très bien. Une fois, je vais vous raconter une histoire. Il y a une personne, d'accord, qui n'est pas juive, qui vient me voir et qui est en couple avec une non-juive. Alors cette personne qui n'est pas juive, elle est persuadée d'être juive. Persuadée. Il vient me voir et il me dit, écoute, voilà, faut que je te parle parce que tu comprends, ma femme, eh bien, j'aimerais bien qu'elle se convertisse et qu'elle devienne juive. Alors je dis, waouh, c'est génial. Mais elle veut? Elle dit oui. Je dis, mais elle sait ce que c'est, se convertir? Elle dit oui, parce que tu comprends, on est tout le temps ensemble, on parle d'Israël, on aime Israël. Je dis, mais est-ce que toi, avant de convertir ta femme, toi, ça te dirait pas de te convertir? Peut-être avant de convertir ta femme, c'est mieux peut-être. Parce que c'est-à-dire que le type était persuadé que lui, il n'avait pas à le faire. Et donc, mais par contre, sa femme, elle devait le faire. C'est bizarre. Comment ça peut exister une chose pareille? C'est un truc qui m'a choqué. Vraiment, ça m'a choqué. Et je lui ai dit de manière très, très franche, sans vouloir le vexer. Je lui ai dit, mais toi, t'es pas juif? Il me dit, oui, mais tu comprends, moi je me sens juif. Ah ok, mais peut-être qu'elle aussi, elle se sent juive. Pourquoi tu veux la convertir? Viens, on part sur la même base. Ouais. Toi, tu te sens juif, elle se sent juive. Mariez-vous. Ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Ouais. Le type était tellement, ancré dans cette idée, qu'il pensait qu'il fallait que sa femme se convertisse pour... Mais d'où ça vient un truc pareil? D'où ça vient? Ça vient d'où? Ça vient de de cette philosophie de Esav. La philosophie de Esav a pensé qu'au bout du compte, eh bien, ce qui compte, c'est d'aller de l'un vers le pluriel. Ouais. C'est-à-dire, on a un désir profond. Parmi ces désirs, j'ai un désir d'être juif, c'est sympa, j'aime bien. D'accord? Et donc, du coup, tu le réalises dans la pluralité de la réalisation que l'homme doit avoir. Sur ça, Yaakov étudie, non, ça marche pas comme ça. C'est d'abord du pluriel, d'abord de l'éparpillement des choses, que tu vas constater l'exigence
ouais, et l'obligation de revenir à l'un. Et dans ce chemin-là, tu élimines évidemment énormément de choix possibles. C'est que comme ça que tu peux arriver à un événement de vérité. Donc là, il y a ici deux idéologies qui s'affrontent. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Ouais, c'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui, mais on est déjà plus dans le combat. C'est-à-dire, l'assimilation est déjà là. Elle est déjà là. C'est-à-dire, c'est fini déjà. C'est-à-dire, le libre arbitre, le choix n'est plus proposé. De loin, de loin, de loin, de loin. Rappelle-toi de ton dernier choix. Est-ce que quelqu'un ici se rappelle de son dernier choix? Kevin, ne pars pas maintenant parce que je vais encore te travailler. Non, vas-y, juste avant de partir. J'ai compris, j'ai compris. Avant de partir, dis-moi, c'est quoi ton dernier choix? La dernière fois que tu as choisi quelque chose de... C'est pas son choix. Là, c'est pas un choix, il est obligé. Réfléchis à la question que je t'ai posée. Moi, je connais le dernier choix de Shainess, là. Je connais ton dernier choix. Bref. Du coup, ce qui est important de noter ici, c'est quoi? C'est que notre identité est formée par nos conatus. Et si ton identité est formée par tes conatus, eh bien, il va pas rester grand-chose, ouais, de ton identité. Parce qu'en vérité, elle va se noyer dans la masse des identités. Si tu veux vraiment être toi-même, la seule manière d'être toi-même, c'est quoi? C'est de revenir à cette vision que Yaakov oppose à Esav. Ouais, en lui disant, écoute, tu as un droit d'aînesse devant un plat de lentilles. Fais un choix. C'est-à-dire, fais un choix. Mais l'argument que tu donnes ne peut pas être l'argument de dire, mais je vais crever. Pas possible. Si ton argument c'est de dire que tu vas crever, c'est pas un choix. T'as pas choisi. Comprenez? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un examen de vérité devant ton chemin, ouais, c'est dur, ça va exploser, ouais. Mais si pour toi tu dis non mais je vais crever, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Ah bah ça s'appelle que t'as pas le choix. T'as pas de choix, oui, effectivement. Il n'y a aucun choix qui se propose à toi. T'as éliminé les choix. Et c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce qu'en vérité, t'es en train de construire une identité qui est fausse, qui est, comment dire, qui est plurielle. Et au bout du compte, tu peux même refuser les propositions de cadeaux qu'on te fait. Parce que, bah, toi aussi tu veux une Lamborghini, mais moi j'en ai 12 Lamborghini. Alors qu'est-ce que ça me change que tu me proposes une Lamborghini? Ça se noie dans la multitude de, comment dire, de biens que je possède. Multitude de biens que je possède. Par contre, une chose ne se noie jamais dans la multitude, c'est quoi? C'est ce que tu es vraiment, c'est-à-dire l'origine de toi. C'est-à-dire ce toi-là qui est le droit d'aînesse, qui se définit dans le droit d'aînesse. Ouais. Pour ça, il faut être Yaakov. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a triché avec le monde. Ouais. Il n'a pas combattu Esav avec des arguments. Quand Esav s'est présenté devant lui, il n'est pas allé de front avec lui en disant non, mais vous comprenez, Shabbat c'est important, faut que je garde Shabbat, faut que je fasse attention à mon Shabbat. Ouais, non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contourné, il a triché avec lui. Ouais, il l'a arnaqué. Ton Yetzirah, tu peux pas le combattre de front, c'est impossible. Parce que si tu le combats de front, c'est-à-dire que tu lui opposes une proposition qui est égale à ce que lui il propose. Pour pouvoir combattre ton Yetzirah, ouais, il faut que tu triches. Il faut que tu rentres dans un monde où ton Yetzirah n'existe plus. Tu l'amènes sur un chemin où sa proposition n'existe plus. Si tu fais ça, alors tu seras serein. Tu comprendras que quoi, que ta réalisation ne dépend pas de tes caprices. Ouais. Parce que des caprices, malheureusement, on en a énormément. Ouais. On s'imagine que si on nous donne pas ce qu'on veut, eh bien, on va crever. Ouais. Et en vérité, on se rend compte au fur et à mesure du temps que quoi, que bah, à aucun moment, on t'a crevé lorsqu'on t'a refusé quelque chose. Au contraire, c'est au moment où t'as refusé quelque chose que t'as compris que tu pouvais être autre chose. Ouais. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu il a prévu de faire avec nous.
c'est nous refuser de plus en plus nos caprices. Ouais, on est dans un monde où de plus en plus, Akadosh nous ramène vers l'épreuve. Ouais, il nous ramène vers l'épreuve des choses qu'on avait un petit peu oubliées. Et on vient nous dire, ben non, c'est pas possible. Là, ici, il n'y a pas d'entrée. Tu peux pas rentrer ici. On a bénéficié de 70 ans, 80 ans de sérénité, comment dire, on pouvait faire ce qu'on voulait, avoir nos caprices, exprimer ce qu'on voulait. Et là, Akadosh Baruch Hu a dit, non, ça y est, tu pourras plus. Ouais, il y a quelques années, il y a eu trois jeunes qui sont arrivés. Je ne sais pas si parmi vous vous rappelez. Il y avait même 4 jeunes. 4 jeunes qui sont arrivés pour faire médecine à Montpellier. 4. Ouais. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de médecin à Montpellier. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je dis pourtant, médecine à Montpellier, c'est quand même quelque chose de... Et je me suis dit, bon, c'est quand même dénigrant pour Montpellier. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas de médecin? C'est dommage, des juifs qui font des études de médecine. Et en fait, j'ai compris qu'au contraire, c'était l'éloge de Montpellier. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Première année, 4 qui sont arrivés. Et on leur a dit, mais votre examen, il est à Pessard. Ça tombe Pessard. Et en médecine, tu rates ton examen, c'est foutu. Tu ne te représentes pas l'année prochaine. Et ces 4-là, ils ont fait le choix. Ils disent, ça sert à rien. Enfin, 3,5, ouais. C'est-à-dire, 3,5, ils ont dit, mais attends, on peut pas transgresser Shabbat, on peut pas transgresser Yom Tov, c'est pas possible, c'est Pessah. Et ils ont tout fait, évidemment que la fac de médecine en face, elle a tous les arguments imaginables, d'accord, pour être idiot et de faire que l'examen tombe à Pessah. Ouais. C'est pas un hasard, Mina Shamaim, que Hachem il a organisé, que tous les examens tombent Shabbat. Si ça marche comme ça, c'est que c'est fait exprès, c'est évident. Ouais. Maintenant, on va me dire, non, mais c'était un accident la première année, deuxième année, 2 autres étudiants qui arrivent pour faire médecine. Ils sont restés 1 mois. L'examen, il tombe, Pessah. Pareil. 2 années d'affilée. Ouais, 2 années d'affilée. Fait exprès. Et là, ils sont partis, ils sont pas restés. Tu vas dire, mais Skinim, ils ont raté leur vie, ces gens-là. Ils ont raté leur vie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un choix qui s'est imposé à eux. Et au bout du compte, ils vont découvrir qu'ils avaient mieux à faire, c'est tout. Ouais. Et que la vie, elle s'arrête pas là, ils sont pas morts. Grâce à Dieu, ils sont pas morts. Ouais. C'est juste que des chemins différents leur sont proposés. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie de l'accomplissement d'un être. D'accepter qu'il y a des choses qui peuvent être refusées et que c'est pas un échec lorsque tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. C'est parfois une belle réussite. On a des belles surprises à ne pas obtenir ce qu'on veut dans la vie. Ouais. Tov.